Bonjour à toutes et à tous et merci de me donner l'occasion de prendre le relais puisque ma collègue Edmiruns Christan ne peut pas être des vôtres sous vos latitudes pour des raisons personnelles. Donc je m'appelle Pierre-François Cohen, je travaille avec Edmé depuis de nombreuses années à l'université de Fribourg et donc j'ai le plaisir de vous présenter cette contribution qui s'appelle Formation inversée quand les stagiaires forment leurs enseignants. La contribution va s'articuler en différentes parties. Je donnerai quelques éléments de contexte, puis je présenterai la plateforme DigiTrainer qui est au centre de notre présentation, et puis des questions de recherche qui sont liées à l'utilisation prévue ou l'utilisation déjà réelle de formateurs qui ont été sensibilisés donc à cette plateforme. Je terminerai ensuite avec quelques questionnements plus que véritablement une discussion. Le contexte dans lequel nous travaillons est celui de la formation des enseignants, en particulier ceux du secondaire supérieur. En Suisse, on appelle le secondaire 2, qui concerne des élèves, des étudiants âgés en gros de 16 à 20 ans. Cette formation les conduit à avoir un bac qui leur donne ensuite accès aux hautes écoles spécialisées et aux universités. Cette formation qui concerne justement les enseignants qui vont intervenir dans ce niveau scolaire, s'étend sur une année après l'obtention d'un master. Nos étudiants ont des masters dans des disciplines qui sont jugées enseignables, les maths, le français, l'allemand, l'anglais, la biologie, la chimie, la musique, etc. Et ils font une année de formation dans laquelle ils vont alterner entre des cours théoriques et puis un stage filé qui se déroule sur toute l'année à raison de 4 semaines d'observation pour commencer, 14 semaines de collaboration avec un enseignant formateur, un accompagnateur qui va les suivre toute l'année, et puis ensuite à nouveau 14 semaines de prise de responsabilité, de prise de la classe en responsabilité. Et que nous avons dans ce travail, dans cette recherche, c'est de postuler qu'au fond, euh, suivre un stagiaire permet à l'enseignant formateur, à l'enseignante formatrice, de se développer professionnellement, en particulier en développant des compétences, alors bien sûr pour accompagner son stagiaire, mais aussi des compétences qui sont liées à son enseignement. En d'autres termes, suivre un stagiaire, comme le dit de Kettle, c'est une manière de se former parce qu'on est obligé d'expliciter ses pratiques. Le former, dans ce sens-là, devient un formateur. Il y a une sorte d'effet de ricochet qui s'opère à ce moment-là. L'accompagnement est une problématique qui n'est pas nouvelle. Du reste, le terme d'accompagnement est très polysémique. Je vous renvoie à ces auteurs, Paul en particulier, qui a beaucoup travaillé sur ce concept. Donc, j'entrerai pas dans le détail ici sur l'accompagnement en tant que tel. Je vous renvoie aussi aux travaux de Colin Yazif, Van Nieuwenhoven et Runs Christian Lebel et Belair sur les questions d'interaction et surtout de croisement de regard entre l'accompagné et l'accompagnant. Parce qu'ils ont mis au point justement des dispositifs dans lesquels les stagiaires étaient impliqués pour donner du feedback. C'est au fond à partir de là que nous avons développé la plateforme de DigiTrainer. Précisément, ces auteurs que je viens de citer ont travaillé à l'explicitation de différentes postures qu'un accompagnant pourrait avoir. Alors vous en avez ici 5, un imposeur, l'organisateur, le co-constructeur, le facilitateur et l'émancipateur. Ces postures sont celles prises par l'accompagnant pour aider son stagiaire à progresser dans le métier. Alors ici, vous voyez, l'imposeur, c'est celui qui va plutôt dire, qui va plutôt prescrire des conduites, mais à l'opposé, émancipateur, ce sera celui qui va dire, écoute, voilà, je te fais confiance, prends en main les choses, prends en main la classe, essaye de te lancer tout seul. Il n'y a pas on pourrait dire, de hiérarchie dans ces postures. L'une n'est pas meilleure que l'autre. Elle doit simplement être adaptée à la fois au contexte et
aux stagiaires que la personne accompagnante suit. Donc suivant les moments, suivant les circonstances, eh bien, il va être plutôt l'un, plutôt l'autre. Au-delà de ces postures, ces mêmes auteurs ont essayé de mettre en évidence des modalités, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut, ou qu'est-ce que l'on peut faire d'une certaine manière, quelles sont les actions que l'accompagnant peut faire. Et dans ce sens-là, il y a en gros trois types d'actions, celles qui vont diriger l'action du stagiaire, celles qui vont s'assurer que la relation fonctionne bien, et celles qui vont permettre un développement de la réflexion, en tout cas d'inciter à réfléchir. Alors vous voyez que par exemple, quand un enseignant formateur montre quelque chose ou dit à son stagiaire d'aller voir ou lui explique quelque chose, il est dans cette logique de direction. Quand il le rassure ou quand il le valorise, il prend en compte les aspects relationnels. Et puis, il y a 6 modalités qui vont contribuer à développer la réflexion du stagiaire, par exemple en l'incitant tu peux me reformuler certaines choses, à faire miroir, hein, d'une certaine manière. J'ai observé que, explique-moi les choses, etc. La plateforme DigiTrainer est précisément adossé à ces deux postures, plus encore à deux autres logiques, qui est celle de l'inventaire des besoins et puis de l'analyse des interactions entre le stagiaire et son enseignant formateur. Donc la plateforme va proposer 4 outils, un qui va investiguer les postures d'accompagnement, un autre qui va permettre de travailler les modalités d'accompagnement, les besoins du stagiaire, et les interactions, les conversations, les échanges, les entretiens, l'analyse de tous ces entretiens entre le stagiaire et son accompagnant. Le principe de base, c'est que chacun de ces outils permet de comparer le point de vue de l'un et de l'autre, ou en tout cas de révéler un certain nombre de choses et de comparer les perceptions des uns et des autres dans le cadre de l'entretien de feedback qui est souvent réalisé à la fin d'une leçon. Prenons quelques exemples. Si vous choisissez l'outil posture, eh bien, vous aurez à répondre à une vingtaine de questions et à la fin du questionnaire, un graphique de ce type-là apparaîtra et vous permettra de voir que vous êtes en l'occurrence plutôt imposeur ou organisateur. Et si le stagiaire fait de même, eh bien, vous pourrez voir dans le profil rouge ici sa propre perception, au fond, de votre posture. L'idée, c'est que ces deux graphiques conduisent le stagiaire et son accompagnant à discuter de leur perception réciproque et puis d'essayer d'ajuster ou de discuter d'un certain nombre de choses. Le logiciel permet aussi de voir des évolutions, par exemple entre un temps 1 et un temps 2, hein, pour les postures. Ici, vous avez par exemple une augmentation de la posture d'imposeur entre le 10 mai et puis le 14 septembre. Par contre, vous avez une diminution du rôle de facilitateur. Alors ça permet de voir un peu l'évolution. On pourrait imaginer ici que cette analyse puisse être faite par l'accompagnant lui-même, pour voir un peu comment il évolue à travers le suivi qu'il opère auprès de son étudiant. Vous avez ici le même type de graphique pour les modalités, sauf que voilà, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, elles sont plus nombreuses. De même que pour les besoins, où on voit ici qu'il y a tout un tas de catégories de besoins, l'idée étant à nouveau de comparer ce que l'accompagnant estime être un besoin pour son stagiaire et puis ce que le stagiaire estime être un besoin pour sa propre formation ou pour réaliser ce qu'on lui demande de faire. L'outil analyse conversationnelle fonctionne de la manière suivante. Il repose sur un enregistrement réalisé lors d'un entretien. Une fois que l'accompagnant, l'enseignant formateur a fait cet enregistrement, il peut le uploader dans la plateforme qui va ensuite l'analyser et le retranscrire automatiquement de manière à pouvoir ressortir quelques statistiques. Cette analyse conversationnelle permet de voir quelle est la proportion des temps de parole, hein. En l'occurrence, ici, on voit qu'il y a un plus grand temps de parole sur le rouge que sur le bleu.
Le logiciel permet aussi de faire apparaître les tours de parole, c'est-à-dire qui parle à quel moment. Ici, on peut voir que la répartition est relativement homogène, bien que, je dirais, dans le deuxième tiers, on voit que c'est plutôt le rose qui parle longtemps, et puis le gris qui intervient de manière assez ponctuelle. Par contre, à la fin de l'entretien, voilà, le gris intervient de façon un peu plus, le locuteur gris intervient de manière un peu plus importante. Enfin, le logiciel permet également de faire une analyse à partir de mots-clés. Là, vous avez quatre exemples. Par exemple, en rouge, les mots réflexe ou réflexion ou réflexivité qui vont apparaître. Le mot élève, le mot évaluation ou évaluatif ou évaluer. Et le mot didactique ou le mot didactique, si vous voulez, qui est tronqué ici. Et on peut ensuite voir à quel moment dans la conversation on a plutôt parlé de cela. Dans le graphique que vous avez ici, on voit qu'on parle de l'élève plutôt dans la première moitié de l'entretien, alors que l'évaluation apparaît plutôt dans la deuxième moitié. Les aspects didactiques sont plutôt au début et un petit peu à la fin, alors que les aspects réflexifs sont plutôt à la fin. C'est une analyse qui permet, je dirais, d'avoir quelques indications un peu sommaires, un peu brutes comme ça, mais qui peuvent orienter ensuite l'accompagnant sur différents aspects qui pourraient être importants à prendre en compte dans l'entretien, par exemple dans les entretiens ultérieurs. Maintenant que l'outil est présenté et que la plateforme vous est plus ou moins connue, voici les questions de recherche qui nous ont habité tout au long du développement de l'outil. On s'est intéressé aux perceptions des enseignants formateurs sur l'utilité des outils de DigiTrainer, sur son potentiel pour le développement professionnel, sur les aspects ergonomiques et d'interface, sur les intentions d'utilisation et puis aussi sur l'idée du paradigme des contributions réciproques, c'est-à-dire que l'élève, plutôt le stagiaire et l'enseignant formateur vont à tour de rôle apporter des éléments qui vont contribuer à l'un et à l'autre à se développer réciproquement. La recherche est encore en cours, elle se déploie depuis une année déjà, et nous avons quatre étapes, quatre volets, on va dire ça comme ça. Le premier concerne des enseignants formateurs qui n'ont pas utilisé encore DigiTrainer, mais à qui on a fait passer un questionnaire après avoir présenté l'outil. Un deuxième volet qui concerne 8 formateurs qui ont utilisé déjà DigiTrainer durant son développement. Et puis, nous allons poursuivre la recherche en interrogeant les étudiants qui n'ont pas encore utilisé DigiTrainer et d'autres qui l'ont déjà utilisé de manière à collecter leurs avis. Concernant le premier volet, celui qui concerne la trentaine d'enseignants qui n'ont pas encore utilisé DigiTrainer, l'idée était de capter leur perception générale de la plateforme, leurs avis sur les outils à disposition, sur la qualité de l'interface et aussi sur le potentiel de DigiTrainer comme outil de formation. Sur la perception, alors globalement, elle est plutôt positive. Il y a un intérêt global. L'utilité n'est pas particulièrement élevée. Elle est tendanciellement un peu au milieu de l'échelle. Il considère que ce n'est pas vraiment un gadget et puis qu'il n'y a pas trop de risques à l'utiliser, en particulier à mobiliser leur regard croisé, leur propre regard et celui du stagiaire, puisque c'est l'enjeu de cet outil. Deuxième élément, quels seraient les outils qu'ils utiliseraient le plus? Alors les modalités ressortent en tête, les postures ressortent en tête, les modalités sont également utilisées, le questionnaire des besoins également. On voit que ce n'est pas des besoins très très importants, mais enfin tendanciellement ils sont quand même assez positifs. Par contre, l'analyse des interactions n'a pas l'air de les séduire. Ils ne sont pas trop envieux de vouloir tester a priori cet outil. Si l'on s'intéresse aux questions d'interface et d'utilisation, alors ils ne considèrent pas que c'est très compliqué, même qu'ils ne l'ont pas utilisé concrètement, puisque eux ont simplement une démonstration. Ils considèrent que c'est compréhensible et ils sont tendanciellement pas trop encore incités ou envieux de l'utiliser. Ça, c'est une question pour nous parce qu'évidemment, on a développé l'outil pour qu'il l'utilise. Donc, on s'interroge aussi sur les problématiques de formation qu'on pourrait associer à la présentation de la plateforme.
Par contre, quand on leur demande et quand on essaie de savoir si l'utilisation de cet outil serait susceptible de les questionner ou d'augmenter leurs compétences, là, ils sont assez acquis d'une certaine façon à cette cause, en particulier sur l'idée que le stage, leur stagiaire, est vraiment un incitateur et quelqu'un qui peut les aider à se développer professionnellement et à apprendre encore leur métier. En termes d'avantages et d'inconvénients, on voit apparaître ici plusieurs éléments intéressants. Alors effectivement, tous les aspects réflexifs, les aspects de partage, de base, de discussion ou d'outils pour réfléchir ou susciter le débat entre le stagiaire et l'accompagnant apparaissent comme des avantages. Par contre, dans les inconvénients, l'idée que ça puisse prendre du temps, que c'est chronophage, le rôle, par exemple, des technologies est aussi mis en exergue. On voit que nos enseignants formateurs se disent ah tiens voilà encore une évaluation par ordinateur et puis attention peut-être que la technologie va nous inciter à travers des algorithmes à faire notre boulot à notre place d'une certaine manière. Ils évoquent aussi la peur éventuelle du stagiaire qui peut-être n'oserait pas nécessairement intervenir ou dire ce qu'il pense dans le cadre de l'utilisation de cet outil. Alors, en termes de constat intermédiaire, on voit qu'il y a un intérêt globalement positif, une certaine méfiance vis-à-vis du côté technologique. Par contre, il n'a pas l'air d'être jugé très utile, très facile, très difficile à utiliser, mais la question du rapport entre le temps investi pour l'utiliser, pour les conversations et les bénéfices sont questionnées. Même si ils considèrent que c'est un outil qui permet de questionner leurs pratiques avec aussi cette conviction que ça peut être un moyen, ou disons ça peut s'inscrire dans cette idée d'apprendre à accompagner peut-être davantage que de se former, disons, ou d'apprendre ou de développer ses pratiques professionnelles d'enseignement. On en vient maintenant au deuxième volet où l'idée c'était d'interroger des enseignants formateurs qui avaient déjà utilisé pendant le développement de la plateforme l'outil DigiTrainer. Alors ici on a fait des entretiens, on a travaillé à travers une analyse compréhensive avec des logiques de catégories émergentes et on a pu faire apparaître deux axes sur l'utilité perçue et les effets sur l'accompagnement et puis des effets aussi sur la relation stagiaire-enseignant. Voilà, alors les formateurs qu'on a interrogés nous disent au fond finalement que l'outil est intéressant parce qu'il permet d'avoir un meilleur diagnostic, de personnaliser la formation. À l'aide donc des outils à disposition, ils sont plus à même de comprendre le stagiaire, d'ajuster l'accompagnement en fonction de ce que la plateforme leur délivre comme information. Ils se sont focalisés sur les outils posture et modalité puisqu'il n'y avait pas d'autres outils à l'époque qui étaient encore implémentés dans la plateforme. Raison pour laquelle donc, il n'y a vraiment que ces outils qui émergent. Par contre, ils sont tout à fait d'avis de dire qu'ils sont très faciles et intéressants à utiliser. La question du temps revient ici dans les entretiens, elle apparaissait déjà dans les questionnaires. Il souligne en fait que très souvent, les séances de débriefing sont centrées sur les actions, les activités qui se passent en classe, quasiment essentiellement, mais assez peu sur l'accompagnement. Donc, du coup, la plateforme les incite à réfléchir sur la manière d'accompagner le stagiaire et pas seulement à ce qu'il a fait en classe et puis comment il doit se réguler pour donner le cours suivant. Les résultats ont aussi montré des effets sur la relation. Si vous regardez à gauche de l'écran, c'est dans les entretiens, ce qui est apparu, c'est cette première posture, cette première logique, on va dire, où l'EF est inscrit dans une logique prescriptive, quasi implicite. Son statut d'expert lui permettra de donner de la documentation, donner des trucs, des astuces, du matériel aussi, pour que son stagiaire travaille. Donc là, on est dans une relation, si vous voulez, qui est plutôt liée à ce que je disais tout à l'heure, autour de la classe, de la réalisation de ce qu'il faut faire. Mais au fur et à mesure de l'avancement du stage et de l'utilisation du logiciel, on voit aussi que les répondants
répondants nous disent au fond que c'est un outil qui permet aussi de travailler une certaine horizontalité, de légitimer des pratiques, par exemple, du stagiaire. Et de ce point de vue-là, on pourrait voir une sorte d'horizontalité qui se profile de collègue à collègue. Et puis, lorsque le stagiaire, dans le cadre de l'entretien d'accompagnement, questionne son enseignant formateur, soit sur ce qu'il fait dans la classe, soit sur comment il l'accompagne, et bien là, ces feedbacks sur les enseignements ou l'accompagnement occasionnent une sorte de renversement où tout d'un coup, c'est le formé qui va former son formateur. Hein, et on a de nouveau une sorte de verticalité, mais dans l'autre sens, où au fond, finalement, c'est le F qui est le bénéficiaire des réflexions produites par son stagiaire, ou en tout cas des éléments qui produisent chez lui une réflexion, une sorte d'intervision qui s'opère entre ces deux personnes. Voilà, pour terminer, quelques éléments autour d'une discussion ou d'un questionnement. En fait, là où on en est, on est vraiment convaincu qu'au fond, cet outil permet le développement de la professionnalisation de l'accompagnement, hein, par l'explicitation du suivi, hein, non seulement du côté de l'enseignant, mais aussi par le biais de la personne accompagnée. En d'autres termes, l'outil DigiTrainer agit comme une sorte de médiateur, d'outil médiateur qui reconnaît au stagiaire le droit de s'impliquer dans la qualité ou dans la réalisation de son propre accompagnement. Et de ce point de vue-là, on considère que c'est vraiment un outil tout à fait intéressant et novateur. Et puis, ça questionne aussi toute la question du rapport aux technologies. Pour le moment, les données sont encore relativement modestes, mais on peut imaginer, en particulier lorsqu'on fait de l'analyse conversationnelle, qu'on peut avoir des données massives et du coup, on pourrait aussi se questionner sur la logique d'une sorte de teaching analytics, c'est-à-dire d'un outil qui donnerait des informations intéressantes sur comment les entretiens se passent, sur comment les besoins sont perçus de part et d'autre. Et dans ce sens-là, ça permet aux enseignants de prendre conscience, au fond, que la technologie a un rôle à jouer et que ce rôle-là doit être encadré, doit être bien compris pour que cela fonctionne. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, ben c'est bien volontiers que vous pouvez les envoyer à l'une des deux ou des deux adresses e-mail qui apparaissent sur votre écran. J'aimerais remercier les organisatrices et les organisateurs du colloque de nous avoir permis de partager avec vous nos réflexions et cet outil. Je vous souhaite une très bonne suite de colloques et de journées. Merci beaucoup.